Direction la Colombie-Britannique, une des 10 provinces qui composent l'État fédéral du Canada. Dans le cas de la Colombie-Britannique, ce qui s'est passé, c'est que y a eu, comme souvent à nouveau, un basculement électoral. Le parti qui avant était pendant longtemps dans la minorité, dans l'opposition, se retrouve au pouvoir, ne sait pas pour combien de temps il va être au pouvoir, et sait qu'il a vraiment souffert du fait que le système est un système fortement majoritaire. Un mode de scrutin majoritaire à un tour, donc qui écrase complètement les minorités. Et il arrivait fréquemment qu'avec à peine plus de 50% des voix, certains partis aient plus de 80% des sièges. Donc une très forte disproportion qui est la conséquence mécanique d'un scrutin majoritaire à un tour. Et donc, sachant cette précarité-là et ayant souffert du fait d'avoir un système majoritaire quand on n'est pas dans la majorité, il se résout à réformer le code électoral. Sauf que, évidemment, s'il le réforme lui-même, ça va susciter l'ire des autres partis qui vont dire qu'il le réforme dans son propre intérêt. Et donc, si jamais c'est les grands partis qui se mettent à tripatouiller le code électoral, ils vont garder un truc plus ou moins majoritaire. Si jamais c'est les petits partis, mettons que chaque parti a une voix dans le processus, on aura un truc très très proportionnel, mais du coup plus instable, qui va favoriser peut-être à l'excès les petits partis. Et du coup, il est résolu qu'on va confier ça à une entité externe indépendante, neutre, on va dire, donc des citoyens tirés au sort. Et donc la mission que cette assemblée se voit confier, c'est de proposer une réforme, ou pas d'ailleurs, du code électoral de la Colombie-Britannique. Et le gouvernement, ça c'est très important, s'engage, quelle que soit cette proposition, avant qu'il sache ce qu'elle sera, à la soumettre à un référendum ensuite. Pour être tout à fait honnête, moi, le Canada, j'étais trop jeune, donc j'ai pas observé le processus. D'accord. Ouais. Mais parce que j'avais absolument pas l'âge de me rendre là-bas. Par contre, oui, en effet, c'est-à-dire que les assemblées citoyennes, donc moi sur le Canada, je me suis basé sur de la documentation de collègues, et notamment un ouvrage assez important par Mark Warren et Hilary Pierce qui s'appelle Designing Deliberative Democracy, qui se concentre sur cette expérience-là, qui est un livre très important. Et puis ensuite un autre ouvrage comparatif, qui fait une comparaison entre l'Assemblée de Colombie-Britannique, l'Assemblée de l'Ontario et l'Assemblée néerlandaise, qui étaient trois assemblées qui ont eu à peu près en même temps et sur le même enjeu, donc le code électoral, et qui donc essayent de voir, vu qu'il y avait des chercheurs dans les trois assemblées, des comparaisons, notamment à base de questionnaires, pour voir quelles étaient les différences, quels ont été les facteurs qui expliquent les différences entre ces différentes assemblées. Donc ça s'appelle One Citizen Decide, c'est un ouvrage collectif, notamment par Patrick Fournier, qui est le premier auteur. Dans ce dispositif, l'initiateur ne garde pas la main. Donc le gouvernement va lancer un processus, mais ensuite il y a un certain nombre d'acteurs non directement professionnels de la politique, ou non politiciens en tout cas, ou partisans, qui vont mettre la main à la pâte et aider à l'organisation du processus. En règle générale, voilà, il y a un appel d'offres pour, par exemple, la compagnie de sondage qui va constituer le panel délibératif, la compagnie de facilitateurs qui va organiser donc la facilitation des échanges, et puis le chair de l'Assemblée n'est en règle générale pas un politicien, mais quelqu'un qui vient plutôt soit de la société civile, soit de la sphère judiciaire, qui est donc pas directement dépendante du pouvoir et des partis politiques, ce qui est un gage de crédibilité et de sérieux pour le processus. Il faut bien se rendre compte que dans beaucoup de situations, l'expérimentation démocratique n'est pas déclenchée par des acteurs aux intentions pures, entre guillemets, qui veulent juste accroître la participation citoyenne. Il y a souvent des intérêts derrière et des rapports de force qui sont liés aux positions des différents acteurs. Donc il y avait un certain nombre d'activistes, pas une grande quantité, mais qui poussaient pour avoir un processus qui soit le plus citoyen possible. Aujourd'hui, quand on dit que l'on va tirer au sort des citoyens, concrètement,
on dit qu'on va tirer au sort un échantillon représentatif de citoyens. C'est-à-dire qu'on va avoir une image en petit de ce qu'est le peuple dans son entier. Avantage incontestable du tirage au sort, la possibilité d'avoir enfin un parlement à l'image de la société, c'est mathématique. Par la simple loi des grands nombres, le tirage au sort permet une représentation à peu près équilibrée de la population. Il y aura de tout, des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes, des gens cultivés, des gens qui le sont moins, des gens des catégories sociales privilégiées et des gens qui seront caissières, artisans, boulangers, etc., etc. Ce qu'on ne voit jamais à l'Assemblée nationale. Le tirage au sort est la plupart du temps un tirage au sort pondéré ou avec quota. On s'assure qu'on a quand même une bonne balance entre hommes et femmes. Puis donc on peut décider des catégories avant. Donc peut y avoir la CSP, la catégorie socio-professionnelle, le niveau d'éducation, le genre, l'âge, l'origine géographique. Et une fois qu'on a établi ces quotas, à ce moment-là, on tire au sort jusqu'à ce que le quota soit rempli. Et une fois qu'on a tant d'hommes, après, on fait une liste d'attente, entre guillemets, pour s'il y a un désistement, mais on cherche à avoir, disons, ces cases remplies. C'est la seule manière de faire, parce qu'autrement, à travers les refus spontanés, à partir du moment où la participation n'est pas obligatoire quand on a été tiré au sort, on aurait les gens des groupes subalternes qui spontanément s'estiment moins légitimes pour participer à quelque chose comme cela, et donc on aurait une surreprésentation des couches favorisées. Avec un petit bémol, c'est que c'est pas forcément représentatif au sens statistique où il faudrait 1 millier de personnes. Donc dans les conventions de citoyens que je défends, il y a une quinzaine de personnes. On cherche la variété maximale. Oui, voilà. Jacques a raison, en termes techniques, quand on tire 15 citoyens, ils ne sont pas représentatifs. Ils sont diversifiés, voilà. Et plus l'échantillon est important, plus on tend vers une représentativité statistique. Mais en même temps, plus c'est difficile de faire une formation. Et... Voilà. Ce qui fait que dans l'Assemblée constituante, on trouve une surreprésentation des catégories que l'on est déjà habitué à voir participer tout le temps en politique. Pour le Canada, du coup, il y avait aussi la question des peuples indigènes, donc des natives, et ils avaient décidé d'en insérer. Le tirage au sort leur avait pas permis de les recruter, donc ils en ont appointé, désigné 2 en plus pour accompagner les travaux, parce que la question de la représentation de cette minorité-là était quelque chose d'important. Les délibérations vont avoir lieu dans la capitale de la province. Les citoyens vont se faire leur avis lors de plusieurs phases. Ils vont avoir une phase où ils vont s'informer sur les différents systèmes possibles, sur également leur système existant à eux, voilà, auditionner des experts. Pendant 11 mois, les travaux vont être denses, très exigeants. De nombreux chercheurs en droit et en sciences politiques vont être auditionnés par des citoyens qui deviennent de plus en plus compétents, qui finissent même par les contester, parfois de manière assez virulente. Ils vont également tenir des réunions participatives dans toute la province pour échanger avec les citoyens qui n'ont pas été tirés au sort, pour voir quelles sont leurs attentes, leurs points de vue sur les différentes choses. Les membres de l'Assemblée constituante se sont impliqués bénévolement parce qu'ils avaient à cœur de promouvoir leur projet, d'expliquer son intérêt. De très nombreuses réunions publiques ont été tenues, bénévolement, simplement pour que la volonté de l'Assemblée constituante soit respectée. Et puis ils vont délibérer pour savoir, pour notamment hiérarchiser quels sont les principes qui leur tiennent à cœur.
Donc par exemple, il y a l'influence de l'électeur, le pouvoir de l'électeur dans son bulletin. Il y a certains systèmes qui vont donner plus de pouvoir à l'électeur qu'à d'autres. Il y a la diversité des partis, il y a la stabilité, il y a la représentation géographique, etc. Et donc, ils vont essayer de hiérarchiser ces critères-là, et en fonction de ça, ils vont essayer de voir quel système concret correspond le plus aux valeurs qui leur tiennent à cœur. Donc ils vont faire une hiérarchisation. Sur la Colombie-Britannique, il y avait des sections filmées. Après, les différentes tables délibèrent en même temps. C'est impossible de retranscrire carrément 14 petites tables en même temps sur un écran de télé, ça donne rien, c'est pas possible. Évidemment, au début des années 2000, les live streams sur YouTube, c'était pas nécessairement répandu, alors que, évidemment, maintenant c'est dans l'air du temps de faire ça, donc en effet, les assemblées irlandaises, elles ont bénéficié de ce type de dispositif où chaque intervention faisait l'objet d'une vidéo sur YouTube. Il y avait aussi une articulation avec les journaux télé pour que le soir de la délibération, on ait des informations, des images, des morceaux au journal de 20h ou l'équivalent en Irlande. Et dans les journaux. L'Assemblée islandaise aussi a eu un processus où tout était filmé, etc. Un processus qui est moins connu, dont on va pas nécessairement parler, mais qui s'appelle l'Australian Citizen Parliament, qui était une expérience qui était orientée par la société civile, mais avec une connexion quand même avec les pouvoirs publics. Là, avait une logique de recherche-action, et donc ils avaient un dispositif d'enregistrement de toutes les tables. Pas avec l'idée de la diffuser, c'est pas de l'accès libre, mais notamment pour que les chercheurs en sciences politiques puissent écouter toutes les interventions et puis regarder les positions corporelles, les gestes, les moments de violence symbolique, d'intimidation potentielle, etc. et puis les étudier. En 2005, l'Assemblée constituante rend son avis et propose une réforme du mode de scrutin. Au final, ils vont opter pour un système assez complexe. Voix unique transférable, très complexe, mais qui semblait aux citoyens de Colombie-Britannique apte à assurer d'une part une majorité stable et d'autre part la représentation des minorités. L'option qui est choisie par l'Assemblée de Colombie-Britannique, c'est une option qui donne beaucoup de poids à l'électeur, dans le sens où il est possible de panacher son vote. Et de choisir, par exemple, c'est un peu ce qu'ils ont en Allemagne, où on peut donner son vote pour un parti, puis son vote pour un candidat. Il y a aussi toute la logique en Belgique, c'est assez présent, où ils votent avec le crayon et ils peuvent changer les listes, etc. Nous, en France, évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça se présente. On prend le bulletin, le seul et unique bulletin, on le met dans l'urne, et puis ensuite, au deuxième tour, s'il y a plus de candidats qui nous intéressent, on peut pas faire grand-chose. Donc le problème, c'est que c'est un système assez complexe, donc à vendre, c'est pas nécessairement simple, puisque les gens ont du mal à se représenter quand ils sont pas habitués, ce à quoi ça peut ressembler. Notamment, il va y avoir un phénomène assez intéressant qui est le fait qu'il y a des citoyens tirés au sort qui viennent du nord du pays et qui vont essayer de faire ce qu'on appelle de l'advocacy coalition, qui vont défendre le point de vue du fait que le nord a des besoins spécifiques ou n'est pas assez représenté, et que du coup, il faut absolument que le système électoral et une connexion forte avec la localisation territoriale. Et ils vont être entendus d'ailleurs, puisque c'est un des critères que l'Assemblée va retenir. Ces assemblées-là, elles votent. L'immense majorité, en effet, a soutenu la proposition, c'était pas unanime. Et d'ailleurs, il y avait tout un enjeu là-dessus. Il y a des gens qui ont dit il faut absolument qu'on ait un scrutin totalement unanime pour appuyer la proposition, et d'autres qui disaient bah non, si on n'est pas d'accord, on va pas faire semblant, etc. Il y a une espèce de prime au consensus maintenant, mais il y a des travaux assez intéressants qui montrent qu'en fait le consensus peut masquer le fait que la minorité la plus vocale l'emporte sur une majorité qui n'a pas la force de se défendre. Il y a notamment les travaux de Philippe Urfalino, qui est professeur à l'EHESS, et qui en fait appelle ce principe du consensus la règle de non-opposition. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'on est d'accord, c'est juste qu'on n'a pas nécessairement la force, l'envie, les ressources de s'opposer. Et donc le consensus est quelque chose de très ambigu, je pense qu'il est surcoté. Et il faut se rendre compte qu'une technique de consensus, c'est une technique qui permet aux plus bavards et ceux qui en font le plus de bruit de potentiellement l'emporter alors qu'ils sont minoritaires. Donc il faut se méfier de ça, à mon sens.
La proposition du coup du STV, Single Transferable Vote, est soumise à référendum comme le gouvernement s'y est engagé. Là, pour le coup, il respecte son engagement. Le référendum a eu lieu. 58% des citoyens de Colombie-Britannique ont voté pour le projet de loi proposé par leurs concitoyens constituants. Le point décisif, c'est qu'en fait, le gouvernement avait fixé un seuil à 60%. C'est-à-dire qu'il fallait 60% des suffrages pour que le mode de scrutin soit accepté. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que finalement, il n'y a pas de seuil pour des élections ou pour d'autres choses. Donc ce quorum-là était assez surprenant, mais va effectivement tuer la proposition de l'Assemblée citoyenne. Le problème de cette campagne référendaire, c'est que c'est une campagne qui a lieu pendant des élections general election, des élections générales. Ouais. Donc du coup, les partis en fait font pas du tout campagne sur l'enjeu référendaire, mais sur élisez-nous, voilà. Et vont plus ou moins snobber la proposition citoyenne, donc l'ignorer totalement. Et ça, c'est la meilleure façon en fait de tuer un vote référendaire, c'est même pas de faire campagne contre, de pas faire campagne du tout, comme si l'enjeu n'existait pas. Et du coup, il y a peu de forces politiques qui vont s'emparer, y compris des ONG ou autres, qui vont s'emparer de la question et la mettre en avant. Et du coup, bah, ça va complètement, enfin pas complètement, mais ça va passer plus ou moins à l'as. Il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que c'est pas très spectaculaire à regarder, quoi. Enfin, c'est des gens assis autour de table qui discutent. Il y a rarement des sautes d'humeur, il y a rarement. Et donc en fait, pour les médias, c'est très difficile de construire une histoire, une story. C'est très compliqué parce que il y a pas de protagoniste connu, il y a pas de clivage clair. Tout le monde doit être plus ou moins en train d'essayer de trouver un consensus ou un compromis. C'est pas facile quand c'est un enjeu technique, et c'est pas facile quand vous n'avez pas de protagoniste charismatique pour porter la parole. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu de ces dispositifs délibératifs, c'est-à-dire qu'ils évacuent la représentation charismatique qu'on peut avoir dans le système électoral, qui est un système de plébiscite où voilà, on personnalise à l'extrême le candidat, sa vie, sa femme, son parcours, etc. Là, bah, c'est plus ou moins des anonymes, on ne sait pas qui c'est, on les voit, mais aucune idée de qui ils sont. Mais du coup, en effet, pour ensuite faire vivre un moment référendaire, c'est compliqué. Et ça s'est bien articulé en Irlande parce qu'il y avait des mouvements sociaux et des groupes, des ONG, notamment féministes, qui voulaient avoir le droit à l'avortement, ou des organisations LGBT pour la question du mariage pour tous, qui elles ont mené campagne, qui avaient des figures charismatiques. Il y a des politiciens, notamment des sénateurs indépendants, qui se sont emparés de la question et qui ont fait campagne pour, des partis politiques. Et là, ils ont joué le jeu, quoi. Il y a ici, je crois, un enjeu, un chantier pour les années futures, de travailler sur la médiatisation des dispositifs participatifs. On s'est rendu compte que, la plupart du temps, quand un dispositif participatif était très médiatisé, très visible, et qu'on faisait un véritable effort pour intéresser les citoyens, alors ils participent. A l'inverse, quand un dispositif participatif est invisible, quand on ne communique pas dessus, les citoyens s'en désintéressent. À travers la médiatisation, on a peut-être l'opportunité d'aller chercher ces citoyens dominés que l'on aimerait tant voir dans ces enceintes. Et il y a même quelque chose de plus encore. Si on médiatise non seulement un dispositif participatif, mais aussi son résultat, alors il a le potentiel de lier beaucoup plus efficacement le pouvoir politique. C'est facile pour le pouvoir politique d'ignorer l'avis des citoyens si personne n'en a connaissance. Si tout le monde connaît l'avis des citoyens, c'est plus compliqué. Ça demande à minima un effort d'argumentation supplémentaire, de justification supplémentaire. Je pense qu'en fait l'erreur fondamentale ça a été de mettre un seuil à 60%, ils n'auraient pas dû faire ça, c'était vraiment assez bizarre, et finalement ça révèle malgré tout, et ça c'est quand même une constante, le fait que le politicien il veut bien expérimenter un petit peu des dispositifs démocratiques, mais pas trop quand même, enfin, faut garder la main. C'est paradoxal puisque tout l'enjeu de ces dispositifs c'est aussi de restaurer la confiance, mais il faut faire un leap of faith, il faut montrer qu'on a confiance pour recevoir de la confiance. Et le fait d'en donner un petit peu mais pas trop, ça empêche ces expérimentations d'atteindre leur potentiel plein, et c'est le cas absolument partout, enfin, même en Irlande, et c'était le sens du petit papier que j'avais fait dans Mediapart et Libération là, sur les limites des assemblées citoyennes, en fait, puisque même quand ça produit des effets, dans le seul pays où ça a vraiment produit des effets, à savoir l'Irlande, il y a quand même le problème qu'il y a énormément de propositions qui avaient été émises par les assemblées qui ont été mises de côté.
Le gouvernement a fait ce qu'on appelle du cherry picking, de la sélection, pour dire bon, ces enjeux-là, on est d'accord pour déjà que vous délibériez dessus, ensuite qu'on les soumette à référendum éventuellement, mais beaucoup d'autres enjeux, notamment les enjeux économiques, on les met de côté, quoi, parce que ça, on veut pas que le citoyen se prononce dessus. Ça va concrètement faire beaucoup de bruit dans le milieu de la science politique et dans le milieu des innovateurs démocratiques. Il y a notamment l'ONG Mass LBP qui est basée au Canada, qui va faire du militantisme actif pro-tirage au sort et de la recherche-action, notamment pour mettre en place des conseils tirés au sort au niveau des localités, avec un certain succès d'ailleurs. Puis ensuite ça va essaimer puisque l'Ontario et puis les Pays-Bas vont mettre en place des assemblées citoyennes elles aussi sur ce même enjeu de la réforme du code électoral. Maintenant, le fait est que précisément après 3 référendums ratés, c'était quand même quelque chose d'un peu compliqué puisque même si le premier référendum était short, celui de l'Ontario était pas short, donc c'était compliqué. Et puis aux Pays-Bas, c'est encore plus tragique dans le sens où la recommandation de l'Assemblée est juste transmise au gouvernement qui se contente d'une lettre de réponse, même pas d'un débat au Parlement. Quand, des années plus tard, la Colombie-Britannique va essayer de remettre le projet à référendum tel quel, pas avec une campagne beaucoup plus intense, alors que l'intérêt a baissé puisque ça date un peu, ça va encore plus montrer que ça a peu de poids. Ils ont repris la même proposition et ils ont redit « Bon, maintenant, est-ce que vous êtes chaud ou pas ?» Et non, enfin, concrètement... Oui, du coup, ça va pas motiver les gens à s'intéresser. Non, c'était totalement déconnecté du processus. Premier point qui est absolument décisif, c'est que oui, les citoyens peuvent délibérer efficacement et proposer des solutions tout à fait intéressantes et maîtriser des enjeux très complexes, hein, parce que les systèmes électoraux, c'est pas simple. Donc l'argument qui est aussi vieux que Platon et qui a été repris par tous les antidémocrates depuis cette époque-là, c'est « Ah, mais les gens ne sont pas compétents », est démenti par le fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi que les études qu'ont menées Fournier et ses collègues montrent que ceux qui savaient parmi la population qu'il y avait eu cette assemblée citoyenne tendaient à en suivre les recommandations. Donc il y a un effet de confiance entre citoyens non tirés au sort et citoyens tirés au sort. Et ce qui pose donc du coup tout l'enjeu de leur médiatisation la plus large possible, parce que le problème c'est que souvent ces expériences-là sont pas assez diffusées ou pas assez connues par la majorité de la population, mais c'est en train d'être résorbé. Par exemple, la dernière assemblée irlandaise sur l'avortement a vraiment été très médiatisée, et du coup, une bonne partie de la population savait que ça existait, en avait entendu parler. Peut-être un troisième enseignement aussi, c'est que quand les citoyens ont à désigner le système de vote, l'intérêt des partis, c'est pas ça qui les intéresse, ce qui les intéresse, c'est la représentation juste et l'influence de l'électeur. Beaucoup plus que le jeu partisan, et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Les citoyens, quand ils légifèrent pour les citoyens. Là, on a l'exemple d'une procédure qui a marché d'un bout à l'autre, remarquablement bien, et qui aurait pu se terminer par l'adoption du mode de scrutin.